L'histoire récente nous montre que dans une guerre, la victoire appartient à celui qui contrôle le ciel. Et le meilleur moyen pour ce faire est tout simplement d'empêcher l'adversaire de faire décoller ses avions. Au début de l'aviation, cela comptait peu. Mais à mesure que les avions devinrent plus rapides et plus lourds, il leur fallut des pistes lisses et de plus en plus longues pour décoller. Certains ingénieurs en aéronautique s'en inquiétèrent et conçurent des appareils capables de quitter le sol sur de courtes distances. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands utilisèrent des moteurs fusées pour faire décoller rapidement leur Me-163. Mais en fait, la plupart des avions de la Seconde Guerre mondiale sont capables d'opérer à partir de pistes en herbe. C'est à partir de la guerre froide que la destruction des pistes aériennes devient une véritable préoccupation. Le turboréacteur remplace rapidement les hélices et les avions plus rapides exigent des pistes de plus en plus longues. Les Américains cherchent alors à raccourcir les décollages en ajoutant à leurs avions des fusées auxiliaires. Pourtant, malgré celles-ci, les bombardiers, tout comme d'ailleurs les gros avions cargo militaires, continuent à nécessiter des pistes relativement longues. Dès le début des années 50, le NACA, le Comité consultatif national en matière d'aéronautique, se lance donc dans l'étude de moyens de faire décoller verticalement les gros avions de l'arsenal américain. De tels appareils pourraient non seulement opérer à partir de ce qui resterait d'une piste bombardée, mais aussi déposer des troupes et du ravitaillement à peu près n'importe où. Une des méthodes pour réduire la longueur des décollages est l'utilisation de volets de courbure, les flaps. Le principe paraît simple. Lorsque le souffle de l'hélice atteindra les volets, il sera dévié vers le bas et l'avion décollera. Autre idée plus révolutionnaire encore, faire basculer toute la voilure verticalement pour que les hélices puissent entraîner l'avion verticalement. Le premier appareil à voilure basculante est construit par la firme Vertol. En 1956, elle reçoit une commande ferme conjointe de l'armée de terre et de la marine américaine. L'étonnant appareil de Vertol surmonte les premières difficultés et démontre finalement que l'idée de l'aile basculante est réalisable. Les manœuvres de transition de la verticale à l'horizontale sont d'abord effectuées sur un bâti extérieur. Fin 1956, la construction est achevée et le Vertol VZ2 sort de son hangar. Le VZ2 est une bien étrange machine. Le fuselage est une structure métallique tubulaire. La bulle transparente du cockpit est empruntée à un hélicoptère Bell modèle 47. L'habitacle peut accueillir 2 personnes assises côte à côte. Malgré les apparences, le VZ2 ne dispose que d'un seul moteur. La turbine Lycoming de 860 chevaux est montée au-dessus du fuselage. Un arbre de transmission transversale entraîne les 2 hélices. La clé du VZ2 est le mécanisme de basculement, placé lui aussi au-dessus du fuselage, qui permet de faire basculer l'aile de la position horizontale à la position verticale. Le VZ2 effectue son premier vol vertical le 13 avril 1957. En juillet de l'année suivante, il effectue sa première transition du vol sustenté au vol translationnel. Comme n'importe quel avion, le VZ2 a besoin d'un flux d'air suffisant sur la voilure pour obtenir la portance aérodynamique nécessaire. Avant d'atteindre cette vitesse critique, il utilise un jeu de commandes de vol spécifique pour assurer la stabilité directionnelle. À l'arrière de l'avion, on trouve des turbines carénées assurant le contrôle de profondeur et de direction pendant la sustentation. Le roulis est contrôlé par le pas différentiel des hélices. Le VZ2 est un appareil de recherche simple mais efficace. Vertol termine la période d'essai en septembre 1959 et remet l'avion à la NASA pour la suite du programme de recherche. À la même époque, d'autres constructeurs continuent leurs recherches sur les volets surdimensionnés permettant le vol vertical. En 1956, l'armée de terre américaine commande à Fairchild et à Ryan des appareils conçus selon ce principe. Le projet de Fairchild ne prendra jamais l'air. Mais Ryan a plus de succès avec son étrange machine, le VZ3. L'appareil est bâti autour d'un fuselage étroit de 8,50 m de long. Les ailes comportent d'énormes volets doubles qui peuvent être sortis et inclinés vers le bas. 2 grandes hélices complètent l'appareil. Leur souffle est dirigé vers les volets et orienté ainsi vers le bas.
Le VZ-3 n'atteindra cependant jamais la puissance suffisante pour une réelle sustentation et en 1960, il sera envoyé à la NASA pour la poursuite des recherches. Parallèlement, l'armée de l'air américaine continue à chercher un moyen de réduire la longueur des décollages et des atterrissages de ces gros porteurs. Des avions de transport, comme le YC-123, sont ainsi munis de réacteurs supplémentaires pour faciliter le décollage. Pour réduire les distances d'atterrissage, on utilise parfois l'inversion de pas, souvent aux dépens de la visibilité pour le pilote. Ces méthodes réussissent effectivement à raccourcir les longueurs de piste utilisées, mais sont loin d'être idéales. L'armée de l'air veut pouvoir déposer des charges sur des terrains non préparés où l'atterrissage d'un gros avion est parfois délicat. Même les avions cargo tout-terrain ont leurs limites. Le gros porteur idéal devrait pouvoir décoller et se poser comme un hélicoptère. C'est avec cette idée en tête que l'US Air Force s'adresse à la firme Hiller Aircraft de Palo Alto, en Californie. Hiller travaille sur un projet d'avion à voilure basculante depuis 1954 et l'Air Force signe au cours de 1956 un contrat pour la construction du X-18. Tous les avions à décollage et atterrissage vertical de l'époque sont de petites machines. Le X-18 est conçu au départ pour explorer le domaine de la technologie VSTOL, mais appliqué à un gros avion de transport. Le 24 novembre 1959, le X-18 effectue son premier vol en configuration normale. 4 jours plus tard, il monte jusqu'à 1200 mètres. Une tubulure d'échappement à l'arrière du fuselage équipée d'un déflecteur sert à contrôler la position longitudinale de l'avion en vol sustenté. Le X-18 n'effectuera jamais de vol en sustentation, mais réussira à voler avec la voilure inclinée à 33 degrés vers la position verticale. Lors de son 20e vol, le X-18 croise à 3000 mètres d'altitude lorsque le mécanisme de contrôle de pas tombe en panne. L'avion passe en vol inversé et amorce une vrille. L'équipage décide de rester à bord et réussit à redresser l'appareil à basse altitude. Les pilotes et l'avion s'en tirent indemnes, mais pas le programme X-18. L'appareil ne volera plus jamais, mais il est entreposé à la base d'Edwards comme simulateur pour un nouveau projet VSTOL en cours de développement. Ce nouvel appareil, dénommé XC-142, a été conçu pour répondre aux spécifications émises en 1961 par le ministère de la Défense américain pour un avion cargo VSTOL destiné aux 3 armes. 3 constructeurs participent au projet, Hiller, Ryan et Vought. En septembre 1962, la maquette est exposée à l'usine Vought de Dallas. Le projet est figé une fois les essais en soufflerie terminés et reçoit l'approbation des militaires. 5 exemplaires sont commandés pour évaluation. Le XC-142 doit être confié aux mains du pilote d'essai de la firme Vought, John Conrad. L'histoire montre qu'au cours des 10 dernières années qui ont précédé le XC-142, il y a eu 21 tentatives différentes qui ont démontré que si la poussée excédait le poids, l'appareil pouvait voler verticalement. Et c'était au fond une tentative de plus pour étayer cette conviction. Le XC-142 sort de l'usine Vought de Grand Prairie au Texas le 17 juin 1964. Le programme d'essai est divisé en 2 phases. La première, qui sera prise en charge par les constructeurs, doit explorer l'enveloppe de vol. La seconde consistera en des vols opérationnels effectués par des pilotes militaires. Lors des premiers vols, le pilote d'essai John Conrad est surpris par une caractéristique inattendue de la machine, la vitesse. À vide, la puissance de la machine était assez impressionnante. Elle pouvait accélérer de 0 à 120 nœuds en une douzaine de secondes. Et cela correspondait à la durée de la conversion de l'aile de verticale à horizontale. Ça veut dire qu'on grimpait vite. En décembre 1964, le prototype numéro 3 rejoint le numéro 2 chez Vought sur la piste de Grand Prairie.
Après les premiers essais, les pilotes commencent à élargir le domaine de vol en faisant grimper l'avion de plus en plus haut. La vitesse ascensionnelle, une fois en configuration lisse, était exceptionnelle, aussi bonne que les premiers chasseurs à réaction. Dès le commencement du programme, ses concepteurs font tout pour convaincre les décisionnaires sceptiques de l'US Navy que l'appareil est utilisable sur porte-avions. Le bureau d'études identifie 6 types de missions. Ravitaillement du porte-avions, transport d'assaut pour les Marines, sauvetage en mer, ravitaillement en vol, transport pour la flotte et lutte anti-sous-marine. Les ingénieurs vont même jusqu'à inclure dans leurs calculs l'augmentation de poids pour une soute à torpille. Malgré les efforts pour satisfaire la marine, l'amirauté demeure sceptique, et c'est donc l'armée de l'air qui effectue la plupart des essais opérationnels. À la différence des Vestol précédents, le XC-142 est un prototype à part entière, capable de supporter une véritable utilisation militaire. Ces 4 turbopropulseurs General Electric T-64 fournissent chacun la confortable puissance de 3000 chevaux. L'appareil est donc beaucoup plus puissant que les machines d'évaluation précédentes, mais il est aussi extrêmement bruyant. Lorsque les ailes basculaient, il y avait un angle d'incidence précis où le plan de rotation des hélices passait pile dans l'axe du siège du pilote. Et à ce moment, le niveau de bruit dans le cockpit a été mesuré à 142 décibels. Et ça, plus les effets de la chaleur du soleil texan à travers la verrière, rendaient l'expérience peu confortable. L'effet de serre dans le cockpit oblige les pilotes à prendre des mesures incroyables pour garder un peu de fraîcheur. On portait des combinaisons à eau, dans lesquelles on pompait de l'eau glacée à travers les capillarités du vêtement, conçu à l'origine pour les courses de stock car. On avait un système installé à bord, pour le pilote et le copilote, ce qui nous a permis de continuer les essais pendant l'été. Un des domaines assignés à Vought pendant la première phase des essais est celui du secours en mer. La question principale pendant ces essais concerne les effets du souffle des hélices sur la personne suspendue au filin du treuil. La première opération de sauvetage simulée a lieu à Mountain Creek Lake, près de Dallas. Pendant cet essai, un vigile de chez Vought est hissé de son radeau pneumatique alors que l'appareil est en stationnaire à 40 mètres au-dessus de lui. L'opération sur le lac se passe sans encombre, mais lors d'une autre tentative dans la jungle, le souffle vertical des hélices pose quelques problèmes. Lors du ramassage d'un aviateur en difficulté, quand on devait opérer sur des terrains boisés, la vitesse du souffle était assez forte pour faire bouger les branches des arbres et gêner ainsi considérablement les personnes se trouvant directement sous l'avion. Autrement dit, le gars qu'on venait récupérer. Pour éviter ça, la meilleure solution était de se mettre en sustentation plus haut, à 30 mètres environ, et là, ça marchait plutôt bien. Lorsque le souffle des 4 moteurs touche le sol sous l'appareil, il génère un violent courant d'air tourbillonnant dans toutes les directions. En stationnaire, le souffle ne crée pas de problème, mais lorsqu'il faut avancer à basse vitesse, le pilote d'essai John Conrad constate que c'est une autre histoire. On sait maintenant que, avec les volets à 60 degrés, et l'aile à 40 degrés, l'effet de recirculation causé par le souffle réduisait l'efficacité des volets et, près du sol, déclenchait un effet tourbillonnaire vers l'avant. On devait voler dans ces turbulences avec un avion normalement facile à contrôler, mais pas dans ces conditions de turbulence. Du coup, les décrochages étaient plus courants et j'ai perdu le contrôle une fois en me posant avec les ailes basculées à 45 degrés.
J'ai un peu cassé l'avion. Les militaires reçoivent le XC-142 en mars 1965. L'évaluation par les trois armes se fait à la base d'Edwards, en Californie. Le premier des deux appareils y arrive au milieu de 1965. Le troisième est livré en avril de l'année suivante et le quatrième un mois plus tard. À Edwards, un groupe de 128 personnes représentant l'armée de terre, l'aviation et la marine participe à une série d'essais en vol rigoureux pour évaluer la machine. Le XC-142 est immédiatement soumis à une succession d'atterrissages difficiles. L'avion pèse presque 20 tonnes à vide et il devient vite flagrant que se poser sur des terrains non préparés est une tâche délicate. Ayant donc constaté que l'appareil ne peut se poser n'importe où, les militaires découvrent que l'avion peut par contre larguer des charges à basse vitesse. En mai 1966, des dizaines d'essais sont ainsi effectués dans le désert du sud californien. L'avion restait en stationnaire à haute altitude. Il opérait dans les montagnes de la Sierra Nevada, dans le désert de Californie, sur des terrains non préparés, transportant des troupes, larguant de l'approvisionnement. Il y avait une méthode de déchargement sans se poser, comme une benne de camion. On inclinait juste le fuselage et on laissait rouler la charge par l'arrière. C'était assez impressionnant. La vitesse des largages varie de 0 à 235 km/h et l'altitude du niveau du sol à 1500 mètres. Toutes les cargaisons ne sont pas dans des caisses. Au cours d'un des vols d'essai, 10 parachutistes sautent de la rampe arrière. L'apogée du programme XC-142 a lieu le 27 octobre 1966. 3 appareils participent à un exercice tactique prévu pour mettre en valeur les performances de l'avion dans des conditions réalistes d'opération militaire. La manœuvre comprend des débarquements avec la décharge d'une Jeep équipée d'un canon de 106 mm, 2 remorques citernes et un obusier de 105 mm. Sous les regards attentifs d'un groupe de militaires et de représentants du gouvernement, les XC-142 fonctionnent à merveille. Dans le désert peu accueillant qui entoure la base d'Edwards, l'avion semble convenir parfaitement à une utilisation militaire. Mais sur le papier, le XC-142 a des ennuis. Il ne faut pas oublier que le préfixe X dans XC-142 était prédominant. Le problème étant que les fonds étaient limités et que le temps était compté. La limitation du financement était due à la guerre du Vietnam, qui consommait une bonne partie des crédits. Mais pendant les essais en vol, on a constaté que le nombre de choses qui devaient et pouvaient être modifiées pour une production en série était assez important. Aucune n'était insurmontable et n'impliquait de changer la configuration. Tous les XC-142 sont victimes d'accidents. L'avion numéro 1 est détruit lors d'une simulation de mission de sauvetage et l'avion numéro 3 est irrémédiablement endommagé au cours d'un atterrissage brutal à Edwards. Peu de temps après, un des appareils restants est victime d'un 3e accident. Le gars a vu un voyant d'alerte s'allumer par erreur et il a paniqué. Il a essayé de poser l'appareil à Edwards, mais il a poussé la manette d'inclinaison du mode sustentation au mode horizontal à grande vitesse et n'a pas réussi ensuite à inverser. En conséquence, il a dû se poser avec les ailes en position grande vitesse. Du coup, il a fait le plus long atterrissage imaginable, 5000 mètres de piste, et il a dépassé la piste à l'autre bout avec les freins en feu. Trop d'incidents de ce genre se sont produits. Tous ces petits défauts étaient facilement corrigeables, mais on n'a pas pu le faire.
On n'avait plus d'argent pour continuer. Fin 1967, un seul des 5 prototypes est encore en état de vol. Les militaires ne s'intéressent plus au programme, mais quelques enthousiastes sont toujours déterminés à voir une version civile de la machine. Il y a eu plusieurs tentatives pour intéresser des lignes aériennes, les plus gros opérateurs à l'intérieur des États-Unis. Pour les liaisons courte distance à grande vitesse, l'avion aurait pu être parfait. Mais nous avions un doute sur l'obtention de la certification par la FAA, car on s'aventurait là dans un secteur totalement vierge. Plowing a whole new field of certification, of course. The day of the vertical takeoff airliner comes one stage nearer with the development of a new jet transport aircraft able to use short airstrips. It's the Hawker Siddeley AW681. On this model, alors que le XC-142 a encore du mal à décoller, la firme aéronautique anglaise Hawker Siddeley prépare un avion à décollage vertical à réaction prévu aussi bien pour les militaires que pour les utilisations civiles. Hawker Siddeley détient une certaine avance dans le domaine des avions de combat à décollage vertical et pour beaucoup, la firme est la mieux placée pour promouvoir le développement d'un Vestol de transport civil. After proving flights, the AW681 is to be fitted with extra engines in those pods on the wings. These will make the vertical ascent of a large aircraft reality. Mais comme son homologue américain, le Vestol britannique ne verra jamais le jour. Au Canada, par contre, un nouvel avion commence à se faire remarquer. Une version plus petite de ce système de voilure soufflée, qui a beaucoup mieux réussi, est le Canadair CL-84. Pendant que les Américains mettent leur gros XC-142 à l'épreuve, les Canadiens développent tranquillement leur propre avion Vestol, le CL-84 Dynavair. C'est un appareil à voilure basculante qui pèse environ le quart de son confrère américain. Il est l'aboutissement d'années de recherche menées par Canadair sur les Vestol. En 1961, Canadair propose un avion à voilure basculante pour répondre à un cahier des charges de l'OTAN concernant un avion d'attaque à décollage et atterrissage vertical. 2 ans plus tard, le gouvernement canadien se joint à Canadair pour financer le CL-84 Dynavair. Celui-ci est construit en 2 ans seulement et effectue son premier vol en mai 1965. En janvier de l'année suivante, l'appareil réussit sa première transition du stationnaire à l'horizontale. La manœuvre ne prend que 10 secondes. Pendant le vol horizontal, les commandes de vol sont similaires à tout autre avion classique. Mais lorsque la voilure se convertit au mode sustentation, les commandes de vol changent graduellement avec la vitesse. Lors de la conversion de l'horizontale à la sustentation, les mêmes manettes sont utilisées pour le contrôle du roulis, de la direction et de la profondeur. Ainsi, pendant le vol horizontal, un déplacement latéral du manche contrôle le roulis de l'avion en bougeant les flaperons. Quand l'avion est en sustentation, ce même déplacement du manche contrôle aussi le roulis, mais cette fois-ci en faisant varier différentiellement le pas des hélices. En vol horizontal, un déplacement avant-arrière du manche contrôle la profondeur par l'intermédiaire des gouverneuses horizontales. En cours de sustentation, ce déplacement du manche contrôle la profondeur en agissant sur une petite hélice à la queue de l'avion. La direction en vol normal est contrôlée en actionnant les pédales du palonnier. Mais en stationnaire, ces mêmes pédales contrôlent les flaperons sur les ailes. Lorsque le pilote bouge les pédales du palonnier, les flaperons se déplacent, redirigeant le souffle vertical des moteurs, ce qui permet d'orienter l'avion dans l'axe vertical. En février 1968, le gouvernement canadien commande 3 exemplaires supplémentaires. Le CL-84-1 est pratiquement identique au prototype, excepté l'adoption d'une électronique de bord plus sophistiquée, des points d'emport externes et du système d'alimentation en carburant modifié pour des opérations à longue distance. Muni de réservoirs externes supplémentaires et en décollant court, le CL-84 nouvelle version peut parcourir plus de 3700 km à la vitesse de 235 nœuds, soit 435 km/h. Avec une telle autonomie et à cette vitesse,
l'appareil devient l'avion idéal pour le sauvetage des pilotes en mer ou des marins en détresse, et cela à des 1000 marins au large. Les pilotes d'essai du CL-84 démontrent d'ailleurs que l'appareil peut effectivement servir aux missions de sauvetage, mais ils veulent aussi montrer que l'avion peut se révéler offensif. À cet effet, des nacelles canons sont fixées au point d'emport externe, et le CL-84, Pacific avion de sauvetage, se transforme alors en redoutable gunship. L'appareil de Canadair est une plateforme de tir stable et docile à contrôler. Plusieurs essais de tir sont effectués, y compris en tirant lorsque la machine est en sustentation. Lors d'un essai, les pilotes réussissent à tirer sans discontinuer, tout en exécutant un brusque changement de direction. Cette manœuvre est ensuite reproduite à plus courte distance. Même s'il est peu probable qu'un pilote éprouve le désir de rester en vol stationnaire au-dessus d'une zone de combat, ces essais démontrent la facilité avec laquelle le pilote du CL-84 peut contrôler sa machine en vol sustenté. Du jour où l'appareil est sorti des ateliers à Montréal, le gouvernement canadien a vu en son voisin du Sud un client potentiel. Le premier prototype est mis à l'épreuve par une équipe américaine des 3 armes en 1965. 7 ans plus tard, Canadair essaie de nouveau de susciter l'intérêt des Américains en effectuant une démonstration en vol devant le Pentagone. Lors de ce vol, l'avion opère à partir d'une minuscule plateforme pour hélicoptère de 10 mètres carrés. Les plus intéressés par la démonstration sont les représentants de la marine. Au début des années 70, celle-ci s'intéresse beaucoup au Vestol pour équiper ses petits porte-avions et ses navires d'assaut. À la suite de cette démonstration, elle invite Canadair à quelques essais à bord de son navire d'assaut USS Guam, au large des côtes de Norfolk. Ce genre de bâtiment est essentiellement destiné au débarquement de Marines. Tandis que les gros porte-avions restent à distance prudente des côtes, les navires d'assaut s'approchent de nuit et des petites embarcations de transport déposent les Marines sur les plages. L'US Navy envisage d'utiliser des avions du type CL-84 pour appuyer ce genre de mission. Une fois à bord, le CL-84 entreprend une série de décollages et atterrissages avec différentes positions de voilure. Pour le premier décollage, le pilote règle l'incidence des ailes à 60 degrés. Lors du second décollage, les ailes sont réglées à 45 degrés et pour le troisième à 30 degrés. Finalement, un atterrissage est effectué sur le pont du navire en marche avec vent de travers arrière à 30 degrés. L'appareil s'acquitte sans broncher de toutes ses missions. Mais la marine cesse brusquement de s'y intéresser. L'Amirauté vient juste de causer un véritable scandale en commandant une douzaine de Harrier à la Grande-Bretagne. L'achat d'un autre avion d'origine étrangère est tout simplement hors de question. Et puis la marine a de plus en plus de mal à s'enthousiasmer pour un avion à hélice. Les avions à hélice sont toujours désavantagés, car ils ne sont pas assez rapides. C'est vrai, on a passé les 50 premières années de l'aviation, depuis Orville et Wilbur Wright, à essayer de se débarrasser des hélices parce qu'elles posaient des problèmes dangereux. Le jet est bien supérieur pour des raisons de pureté aérodynamique, mais aussi pour les performances générales. On peut voler au-dessus des turbulences, alors que ce genre d'avion aurait dû traverser les turbulences atmosphériques jusqu'à environ 5000 mètres. C'était aberrant. Un avion de transport à hélice à décollage vertical semble aberrant. Mais à l'époque, il n'y a qu'un seul exemple d'appareil à réaction Vestol de transport. Voilà le portique d'essai du Dornier DO-31. Le programme du DO-31 est financé par le gouvernement allemand dans le but de construire un avion de transport militaire léger capable de décoller et de se poser verticalement. Dornier a étudié divers procédés de propulsion pour le Vestol. Ils ont écarté la voilure basculante à cause de sa complexité et l'utilisation d'hélices à haute altitude,
car elle n'est pas suffisamment efficace. Finalement, le bureau d'études Dornier choisit une solution ambitieuse. Dornier a fait un travail remarquable en réussissant à construire un appareil de transport à décollage vertical utilisable, car c'est là-dessus que ça se jouait. Il mélangeait à la fois des moteurs de sustentation pure et des moteurs à tuyère orientable. Ils ont construit un avion, je vais essayer de vous en dessiner le principe, qui avait un poids, je crois, d'environ 30 tonnes, qu'il n'a d'ailleurs jamais atteint. Il était équipé de 2 moteurs Pégase sous les ailes, chacun ayant bien sûr des tuyères orientables. Et ils ont ajouté des nacelles pour les moteurs de sustentation. Les moteurs Pégase sont utilisés pour la sustentation et le vol horizontal, et les autres moteurs, 4 par nacelle, servent seulement à la sustentation. La profondeur est contrôlée par des tuyères dédoublées dans la queue qui peuvent diriger de l'air prélevé des moteurs vers le haut ou vers le bas. Comme les nacelles des moteurs de sustentation sont au bout des ailes, elles servent aussi pour le contrôle du roulis et de la direction. Celle-ci est assurée en les inclinant de 15 degrés vers l'avant ou l'arrière. Quant au roulis, il suffit simplement d'appliquer plus ou moins de puissance d'un côté ou de l'autre. Cette imposante structure est utilisée pour affiner le système de contrôle par réaction en simulant un vol en sustentation. L'énorme fuselage tubulaire permet aux pilotes d'essai de se mouvoir librement sur tous les axes. Une fois les essais de contrôle à réaction terminés, le squelette tubulaire du DO-31 est prêt pour un vol en sustentation libre. Lors de la première tentative de vol vertical, l'appareil n'inspire pas une confiance illimitée. Cette démonstration spectaculaire mais infructueuse lui vaut le surnom de dragon essoufflé. L'enquête menée après coup révèle que les tuyères des moteurs ont basculé au-delà de 90 degrés, induisant une réingestion des gaz chauds et un calage du compresseur. La seconde tentative a lieu le 8 février 1967. Au cours de ce troisième vol, le DO-31 surprend les pilotes par un bond vertical pendant un essai de décollage en virant. Le pilote n'a pas eu l'intention de se mettre en stationnaire, et les moteurs de sustentation sont restés inclinés de 5 degrés vers l'arrière pendant que les tuyères des Pégase pivotaient à 85 degrés avant. Au lieu d'un décollage vertical en virant, les pilotes d'essai de Dornier se sont retrouvés en sustentation dans une étrange position, le nez en l'air. Pendant plus de 2 minutes, le DO-31 reste suspendu en l'air avec le nez pointé vers le haut. Il ne dépasse jamais les 15 mètres d'altitude et le vol sustenté est ainsi réussi sans avoir été voulu. 3 prototypes sont construits. Le premier, nommé E1, ne sert qu'aux vols normaux. Bien qu'il soit équipé de nacelles aux embouts d'ailes, celles-ci n'ont pas reçu de moteur. Le 1 sort des ateliers le 10 février 1967. Aucun problème ne surgit lors d'une première série de vols classiques. Si l'avion est incapable de faire du vol sustenté, les tuyères orientables des moteurs Pégase sont utilisées pour essayer des freinages rapides ou du vol tuyère orientée. Le rapport poids-poussée est tellement favorable que l'avion dispose d'une vitesse ascensionnelle impressionnante. En orientant ses tuyères à 120 degrés, l'avion peut aussi descendre sans perte de contrôle à 2400 mètres par minute. Une telle manœuvre peut être utile en cas d'attaque par des chasseurs ennemis. Pendant que le premier prototype Dornier continue ses essais en vol conventionnel, le troisième est prêt pour la sustentation.
Cet avion, baptisé E-3, est équipé de toute sa propulsion, c'est-à-dire des moteurs Pégase complétés par les 8 moteurs de sustentation. L'E-3 réussit son premier vol sustenté le 22 novembre 1967. Le mois suivant, les pilotes d'essai font faire à la machine sa première manœuvre de transition. À 120 nœuds, les moteurs de sustentation sont coupés, terminant la séquence de transition du décollage. Un système d'atterrissage automatique ILS expérimental à angle d'approche variable permet de simuler les atterrissages aux instruments. Au cours de ce vol, le DO-31 a capté l'axe de descente et incliné son nez de 8 degrés vers le bas. Le pilote pivote les tuyères des moteurs selon le même angle, ce qui a pour conséquence le vol stationnaire. À 500 mètres d'altitude, les moteurs de sustentation sont allumés. Le pilote fait ensuite pivoter les tuyères des moteurs principaux dans la position freinage et pousse les gaz à fond sur les moteurs de sustentation. À 50 mètres, il appuie sur le bouton de pré-réglage du trim et l'avion se positionne nez en l'air à 5 degrés. Bientôt, l'appareil est soutenu par la colonne d'air formée par les gaz d'éjection des 10 moteurs. Une fois en vol sustenté, l'altitude de la machine est réglée en ajustant simplement la poussée des 8 moteurs de sustentation. Le DO-31 devant pouvoir décoller et se poser sur des terrains non préparés, ses concepteurs s'inquiètent des effets des gaz d'échappement brûlants sur le sol. Un pilote n'a surtout pas envie de voir son avion creuser un cratère précisément là où il doit se poser. En coopération avec la firme américaine Ling-Temco Vought, Dornier met au point une résine de fibre de verre que l'on peut rapidement étaler sur n'importe quel site. Les pilotes du DO-31 effectuent une série d'essais en vol à partir d'une plateforme en fibre de verre de 500 mètres carrés. Malgré la puissance des 10 réacteurs, le carré de fibre de verre ne subit pratiquement aucun dégât. Le DO-31 poursuit son programme d'essai de 1968 à 1970. Il décolle à partir de sites non préparés dans des conditions météo diverses. La NASA s'intéresse à l'appareil comme avion d'évaluation pour un futur Vestol de transport civil et militaire. Les pilotes de la NASA font voler la machine jusqu'en 1970. Mais c'est cette année-là que le DO-31 est légué au Deutsches Museum à Munich. Aujourd'hui encore, le DO-31 se distingue comme le seul Vestol de transport entièrement à réaction ayant jamais volé. Bien que le programme ait été lent et se soit finalement éteint, quand le soutien financier du gouvernement allemand a cessé, c'était un avion assez réussi. Au cours des années 70, la NASA continue ses recherches dans le domaine des avions à décollage et atterrissage court. De tous ces efforts naît le QSRA, un avion de recherche silencieux à décollage court. La conception de cet appareil incorpore plusieurs nouveautés techniques. En premier lieu, 4 réacteurs double flux Avro-Lycoming. Chacun des moteurs évacue les gaz au-dessus des ailes. Lorsque l'avion décolle ou se pose, ces énormes volets sont abaissés. Le souffle des réacteurs passant au-dessus des ailes est dévié vers le sol par les volets et assure à l'avion une poussée verticale. Le même principe est repris par Boeing pour la conception de son YC-14. Celui-ci est construit en réponse à un appel d'offres de l'US Air Force de 1971 sur la fourniture d'un avion cargo à décollage court. En 1976, le concurrent de Boeing, McDonnell Douglas, propose une solution radicalement différente. L'avion de Boeing avait 2 nacelles placées très au-dessus des ailes, avec une tuyère assez fine et élargie, et quand il baissait les volets,
Le souffle restait collé sur le profil. C'est ce qu'on appelle l'effet Coanda, découvert par le Hongrois Coanda avant la Première Guerre mondiale, aussi incroyable que cela puisse paraître. La machine de Douglas était différente. Là, ce n'était pas des volets soufflés, c'était des volets normaux. Ils soufflaient les gaz des moteurs directement sur les volets et déviaient l'air chaud vers le bas pour obtenir la poussée. Ce n'étaient pas des avions à décollage vertical, et les deux étaient réussis, mais ils n'ont pas été produits en série, et aucun des deux ne décollait verticalement. Il y a quelques 30 ans maintenant que le premier avion de transport Vestol a décollé pour la première fois, et aucun ne vole plus aujourd'hui. Pourtant, beaucoup de constructeurs d'avions et d'inventeurs planchent encore sur cette idée. C'est le cas de Ken Wernicke. Il a pris sa retraite de chez Bell Helicopter en 1989 et a ensuite fondé sa propre entreprise pour mettre au point des machines révolutionnaires. Son dernier projet est très ambitieux. Il étudie un Vestol de transport. Voici un plan 3 vues d'un avion civil propulsé par prop fan à souffle orientable qui peut décoller et atterrir verticalement. Le volet principal a 3 segments qui se rétractent dans la voilure et bien sûr tout le système est logé dans ces 4 nacelles. Cet avion est un transport civil à prop fan Vestol de 60 tonnes. Il a des hélices de 6 mètres de diamètre, 4 en tout, et pourrait embarquer 120 passagers. Pour démontrer ces théories, Ken a d'abord construit un modèle réduit. Cette maquette est un exemple de ce que nous faisons actuellement. Il s'agit d'un avion de transport à décollage et atterrissage vertical pour les militaires, ou bien, comme il est présenté ici, pour les compagnies aériennes. Le principe découle des différents concepts que j'ai étudiés. Je suis en effet arrivé à la conclusion que pour les très grandes vitesses, le moyen le plus pratique et le plus efficace est de dévier le flux d'air plutôt que de faire basculer les ailes ou les nacelles ou les hélices. Donc la maquette a été configurée avec un jeu de volets courbés. Cette petite surface canard va aider à orienter le souffle de l'hélice vers le bas. Elle va le faire passer à la verticale, si bien qu'on se trouve en sustentation avec le souffle des hélices, alors que celle-ci reste à l'horizontale. Sur un modèle grandeur nature, ce volet arrière serait intégré au volet de la voilure et descendrait comme ceux d'un avion normal. Mais sur la maquette, on a agrandi ces surfaces proportionnellement beaucoup plus que sur un avion grandeur nature. Simplement pour être certain que le modèle réduit fonctionnerait au premier vol et pourrait se mettre donc en sustentation. En 1993, le modèle réduit de Ken fait son premier vol sustenté. L'appareil réussit à rester en l'air grâce au souffle dévié des hélices de ses petits moteurs. Mais comme pour toutes les nouvelles inventions, il est souvent plus facile de construire un avion que de convaincre quelqu'un d'autre de l'acheter. Jusqu'à présent, Ken n'a pas eu beaucoup de chance dans sa recherche d'investisseurs, mais il ne boude pas son plaisir. Je crois que je suis un incorrigible ingénieur. J'éprouve plus de plaisir à mettre au point et à créer des machines qu'à n'importe quoi d'autre. Je préfère largement faire ça à manger ou dormir. Et je m'amuse plus aujourd'hui que je ne l'ai jamais fait, parce que je travaille sur beaucoup de choses à la fois et toutes sont passionnantes. Depuis les années 60, de nombreuses idées étranges et merveilleuses se sont succédées dans l'espoir de voir naître un jour un avion civil à décollage et atterrissage vertical. Certaines réalistes, d'autres semblant tout droit sorties de la tête d'un inventeur fou. Toujours est-il qu'aucune n'a été vraiment concrétisée. Les aéroports ont beau être de plus en plus congestionnés, il semble qu'un Vestol civil soit encore loin d'entrer en service. Ça ne s'est pas fait parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'incitation économique suffisante.
Nous avons réussi à survivre avec des jets classiques et des avions à turbopropulseurs utilisant des pistes normales. Mais nous arrivons à un problème de saturation des pistes à cause des effets secondaires. Les turbulences et les tourbillons provoqués par les gros avions. On est obligé de prévoir 2 à 3 minutes de délai lors des approches entre chaque avion. La capacité des pistes à absorber le trafic est en conséquence très limitée et nous nous battons avec cette contrainte depuis 25 ans. Mais le problème s'aggrave. On est allé aux limites de ce qu'on pouvait faire en construisant des pistes parallèles ou des petites pistes pour les avions légers afin de laisser les gros porteurs utiliser les pistes principales. Comme vous savez, les aéroports qui absorbent la plus grosse partie du trafic aérien s'éloignent de plus en plus des centres-villes. Il faut de plus en plus de temps pour y accéder, passer l'enregistrement et grimper dans son avion, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Les défenseurs du Vestol civil font valoir tous les avantages qu'il y aurait à mettre en service des appareils capables d'opérer d'un centre-ville à un autre. Les aéroports seraient plus pratiques. Il y aurait moins de temps passé dans les embouteillages, moins d'attente et aussi moins de bruit. Si vous arrivez à 150 mètres ou 300 mètres et que vous descendez verticalement, le bruit est confiné dans un rayon de 800 mètres autour du point d'envol. Et c'est vraiment appréciable, parce que quoi qu'on fasse pour réduire le bruit des réacteurs ou des doubles flux, on expose toujours de larges espaces au bout des pistes à des bruits désagréables. Malgré les nombreux avantages dont bénéficierait ce genre de moyen de transport aérien, l'avion civil Vestol n'existe que sur des dessins comme celui-ci. Et pour qu'il devienne réalité, il faudra du temps et surtout de l'argent. Qui apporte l'argent? Finalement, c'est toujours l'usager, le passager, ou en fait la compagnie aérienne en tant qu'intermédiaire. Et il faudra énormément d'argent pour mettre au point de ces appareils. Alors n'imaginez pas qu'il y en aura beaucoup et ne croyez pas que ce seront des gros porteurs, du moins au début. Il est difficile de savoir dans combien de temps un tel appareil nous libérera des embouteillages que connaissent aujourd'hui nos aéroports. Et en attendant, il va falloir s'armer de patience. Je suis arrivé de Houston hier soir. Et il ne faut que 39 minutes de vol. Mais il m'a fallu 3 heures pour embarquer, arriver à décoller et à atterrir et à débarquer à cause de l'encombrement des pistes. Et ça ne risque pas de s'arranger. De plus en plus de gens prennent l'avion. Je crois qu'on prévoit d'ici quelques années 1 milliard de passagers par an. Ce qui signifiera plus d'avions, plus de vols et plus de monde partout.